Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire André Gide, la suite de l'extrait Si le grain ne meurt, le troisième extrait, Un nouvel Orient à ma vie. Suite. J'arrivai devant la porte de mon ami, je frappai doucement et, ne recevant pas de réponse, j'allais frapper encore, mais la porte céda, qui n'était pas close. Cette chambre était plus obscure encore. Le lit en occupait le fond. Contre le lit, je ne distinguais pas d'abord Emmanuel, car elle était agenouillée. J'allais me retirer, croyant la chambre vide, mais elle m'appela. Pourquoi viens-tu? Tu n'aurais pas dû revenir. Elle ne s'était pas relevée. Je ne compris pas aussitôt qu'elle était triste. C'est en sentant ses larmes sur ma joue que tout à coup mes yeux s'ouvrirent. Il ne me plaît point de rappeler ici le détail de son angoisse, non plus que l'histoire de cet abominable secret qui la faisait souffrir et dont à ce moment je ne pouvais du reste à peu près rien entrevoir. Je pense aujourd'hui que rien ne pouvait être plus cruel pour une enfant qui n'était que pureté, qu'amour et que tendresse, que d'avoir à juger sa mère et à réprouver sa conduite. Et, ce qui renforçait le tourment, c'était de devoir garder pour elle seule, et cacher à son père qu'elle vénérait, ce secret qu'elle avait surpris je ne sais comment et qui l'avait meurtri, ce secret dont on jasait en ville, dont riaient les bonnes et qui se jouait de l'innocence et de l'insouciance de ses deux sœurs. Non, de tout cela je ne devais rien comprendre que plus tard, mais je sentais que, dans ce petit être que déjà je chérissais, habitait une grande, une intolérable détresse, un chagrin tel que je n'aurais pas trop de tout de mon amour, toute ma vie, pour l'en guérir. Que dirais-je de plus? J'avais erré jusqu'à ce jour à l'aventure, je découvrais soudain un nouvel Orient à ma vie. Cette scène essentielle de sa vie, Gide en avait fait déjà le récit dans La Porte étroite, 1909. En lisant cette première version, beaucoup plus proche de la réalité, on verra que l'auteur n'a pas voilé, comme dans Si le grain ne meurt, la cause du désespoir d'Alissa. Brusquement, le désir me saisit d'aller surprendre Alissa, que pourtant je venais de quitter. Je traverse la ville en courant, sonne à la porte des Bucolins. Déjà je m'élançai dans l'escalier. La bonne qui m'a ouvert m'arrête. Ne montez pas, monsieur Jérôme, ne montez pas, madame a sa crise. Mais je passe outre. Ce n'est pas ma tante que je viens voir. La chambre d'Alissa est au troisième étage. Au premier, le salon et la salle à manger. Au second, la chambre de ma tante, d'où jaillissent des voix. La porte est ouverte, devant laquelle il faut passer. Un rai de lumière sort de la chambre et coupe le palier de l'escalier, par crainte d'être vu. J'hésite un instant, me dissimule, et plein de stupeur, je vois ceci. Au milieu de la chambre, au rideau clos, mais où les bougies de deux candélabres répondent une clarté joyeuse, ma tante est couchée sur une chaise longue à ses pieds, Robert et Juliette, derrière elle, un inconnu jeune homme en uniforme de lieutenant. La présence de ces deux enfants m'apparaît aujourd'hui monstrueuse. Dans mon innocence d'ailleurs, elle me rassura plutôt. Il regarde en riant l'inconnu qui répète d'une voix flûtée. Bucolin, Bucolin. Si j'avais un bouton, sûrement je l'appellerais Bucolin. Ma tante elle-même rit aux éclats. Je la vois tendre au jeune homme une cigarette qu'il allume et dont elle tire quelques bouffées. La cigarette tombe à terre. Lui s'élance pour la ramasser, fin de se prendre les pieds dans une écharpe, tombe à genoux devant ma tante. À la faveur de ce ridicule jeu de scène, je me glisse, sans être vue. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.